Madame la secrétaire perpétuelle, Monsieur le président du GIDE, Monsieur le professeur Grimal, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Loïc Bertrand et les organisateurs, ainsi que l'Institut et les académies qui nous accueillent aujourd'hui. Un mot sur l'esprit de cette intervention. J'avoue qu'elle est un tout petit peu décalée par rapport à la commande qui a été mentionnée tout à l'heure par Loïc Bertrand. J'ai souhaité préparer cette intervention en collaboration avec des collègues archéologues et au fil des échanges, j'ai constaté qu'il y avait des remarques, des réflexions, des blocages aussi, et il m'a semblé que c'était le moment juste d'en faire part. J'espère que vous me pardonnerez cette liberté. L'image est puissante, évocatrice, métaphorique. Une silhouette se détache de dos, anonyme. L'homme se tient debout, les jambes bien droites, face à une étroite galerie. Il tient une lampe invisible qui projette un halo de lumière devant lui et au-dessus de lui. Elle éclaire cet espace naturellement plongé dans le noir. Elle dessine leur relief aux parois et illumine les plafonds qui s'animent de peintures d'animaux. Le contraste est puissant entre l'homme immobile et le jeu des lumières qui met en mouvement ses bovins et cervidés. Dans le ballet des ombres, le taureau de l'angle gauche semble presque surgir du noir pour se précipiter sur la paroi blanchâtre et irrégulière. L'homme incarne physiquement et symboliquement l'archéologie. Ces vestiges reposaient là depuis des millénaires. L'homme qu'il surplombe et enveloppe est à l'image de l'archéologue, à la fois découvreur et chercheur. Il fait basculer dans le temps présent des témoignages restés longtemps silencieux. Mais dès lors qu'il hérite de ces traces surgies du passé, il est acteur et a le devoir de les étudier comme de les préserver. Nous sommes à Lascaux, un lieu réunissant tous les ingrédients pour nourrir le mythe. Découvert en 1940 par hasard par des enfants et leurs chiens, il incarne le trésor caché. C'est un lieu évocateur pour tous aujourd'hui en termes de patrimoine et d'archéologie. Un lieu aussi particulièrement emblématique de ce que je viens d'évoquer au travers de cette photographie. Un archéologue présent, calme, qui a reçu en héritage un patrimoine historique sous forme de traces matérielles, qu'il observe et interroge pour comprendre ceux qui les ont produites et se sont tus. Un patrimoine qui surgit à la lumière que l'homme apporte et qui retourne dans l'obscurité lorsqu'il s'en va. Un patrimoine qui à la fois le domine physiquement dans cette salle de la grotte, mais qui est également fragile et dont l'homme porte toute la responsabilité d'étude et de préservation. À Lascaux, cette dimension est d'autant plus forte que l'ouverture de la grotte au public a entraîné sa dégradation en un demi-siècle, alors que les peintures étaient restées préservées pendant des milliers d'années. Cette réalité qui s'incarne magnifiquement à Lascaux valent aussi pour les situations archéologiques de manière plus globale, qui sont souvent plus modestes, car bien sûr, les grottes ornées ne résument pas toute l'archéologie. Les traces du passé très anciennes ou plus récentes, enfouies, englouties ou juste cachées, au regard sont multiformes. Mais elles portent toutes, modestes ou resplendissantes, une part de l'histoire de l'humanité que les chercheurs ont la mission d'analyser et de restituer à leur père comme à la société, tout en gardant à l'esprit la nécessité de conserver au mieux ces vestiges pour les générations futures dans ces différentes composantes. Immense défi dont les modalités ont très largement évolué au fil du temps. Les traces matérielles de l'archéologie relèvent donc d'une rencontre entre l'homme et le passé, une rencontre directe, un contact qui abolit le temps entre aujourd'hui et le moment de vie durant lequel des hommes ont réalisé des peintures, ont fabriqué des maisons ou des objets, ont enterré leurs morts, ont prié, se sont entretués ou ont fait bien d'autres choses. Les gestes de ces actions humaines sont en eux-mêmes immatériels. Cependant, et c'est notre chance, ces actes qui s'évanouissent avec le mouvement produisent des réalités matérielles qui, pour certaines, parviennent jusqu'à l'homme d'aujourd'hui de manière presque involontaire et conditionnée par de nombreux facteurs. Cet héritage polymorphe est constitué d'espaces naturels aménagés comme les grottes ou des constructions, de structures, des aménagements fossiles, des objets, des écofacts, des macro-restes, on vient d'en voir. Toutes ces données variées ont en commun leur matérialité. Et qui dit matérialité entend matériaux, nous y voilà. Les matériaux, de quoi s'agit-il pour les archéologues ? La réponse actuelle recouvre une documentation très vaste, car toute trace du passé est désormais source archéologique. Tout ce qui est conservé de manière tangible, directement ou indirectement, tout ce qui relève, en somme, de la matérialité de l'archéologie. En 2017, c'est un fonds d'archives immense et d'une très grande diversité. On peut en dessiner le profil et l'état,
tout en sachant que ce corpus n'est pas stable. Il s'inscrit dans une dynamique forte qui marque l'histoire de l'archéologie. Il n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui, ni quantitativement, ni qualitativement. Il est destiné à évoluer encore, en nombre, comme dans sa nature. Il est même difficile d'estimer ce que seront les corpus de l'archéologie de demain, dans 50 ans ou dans un siècle. Ou plutôt, si la liste des données elle-même évoluera sans doute moins qu'elle ne l'a fait depuis 150 ans, les possibilités d'exploitation de ces données, en termes d'apport d'informations et de connaissances, s'avèrent beaucoup plus complexes. Pour mieux mesurer l'inconnu qui nous attend et nous oblige à la fois à être modestes et à réfléchir, mettons en perspective ce qui s'est passé depuis les débuts de ce que l'on pourrait appeler une science archéologique ou une archéologie peu à peu constituée en un domaine de recherche. Les matériaux de l'archéologie au début du XIXe siècle, lorsque presque tout a commencé, si l'on peut dire, et que l'on est passé du collectionnisme à l'archéologie, étaient constitués des objets fabriqués par l'homme, dans des matériaux clairement identifiables. Dans un siècle positiviste, l'évolution des utilisations des matériaux anciens était associée à des degrés croissants de complexification technique, celle-ci allant de pair avec une supposée évolution des sociétés considérées comme progressistes. Pour désigner la succession des sociétés orales anciennes, celle de ce temps découvert au XIXe siècle que l'on a fini par appeler la préhistoire en 1867, le Danois Christian Jørgensen Thomsen, premier directeur du musée de Copenhague, a proposé une tripartition dans les années 1830 selon 3 matériaux associés à cette idée d'évolution technique et sociétale, pierre, bronze, fer. En 1865, lorsque l'archéologue britannique John Lubbock subdivise et transforme la tripartition en une quadripartition, toujours dans une logique évolutive, il dissocie pierre taillée et pierre polie. Il aurait pu, et pour de multiples raisons, c'eût été une bonne idée, proposer de garder un âge de la pierre pour le paléolithique et inventer un âge de la céramique correspondant au néolithique. De manière plus générale, l'archéologie au XIXe siècle se subdivise entre 2 grands ensembles de corpus documentaires qui recouvrent ce que l'on pourrait considérer comme 2 archéologies. Un corpus composé de manière quasi exclusive d'objets manufacturés et de préférence de belles factures associées à des monuments, dans le cas d'une archéologie, disons, antique et méditerranéenne, héritière directe du collectionnisme dans son volet belle et arti. Un corpus composé d'objets, souvent plus modestes, dans une archéologie des temps pré-antiques, qui naît en liaison avec les sciences de la vie et de la terre, et qui intègre dès le départ des données et des matériaux que l'on pourrait qualifier de plus atypiques par rapport à ceux de l'archéologie classique. Des ossements, du bois, des graines. La part du naturaliste y est réelle, même s'il n'est pas encore systématique. Au fil du temps, il y a eu plusieurs évolutions conjointes. Celle des pratiques archéologiques sur le terrain, la collecte des données, la nature même de ces vestiges archéologiques, celle des rapprochements entre différentes aires chronoculturelles par rapport à ces pratiques et collectes d'études. Celle des méthodes possibles, les matériaux de l'archéologie ont évolué et augmenté non seulement car les pratiques sur le terrain ont changé, mais aussi car des méthodes d'exploitation sont nées, ont évolué et ne cessent d'évoluer, d'où la difficulté à prévoir demain ce que les archéologues pourront envisager comme type d'études sur les matériaux. Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que ces méthodes de laboratoire ne sont pas nées par et pour l'archéologie. Elles sont nées dans des laboratoires de sciences dites exactes, dures, expérimentales. Le vocabulaire est pluriel. Elles touchent à la science des matériaux, aux sciences de la vie et de la terre, à des domaines scientifiques dont les liens avec les sciences humaines et sociales, les humanités même plus largement, ne sont pas si simples. Et cette liaison entre archéologie et études scientifiques des matériaux dans leur diversité est une des bases fondamentales du caractère pluridisciplinaire de l'archéologie. Sans doute entrons-nous ici dans une zone clé de réflexion, à la fois sur le présent, mais également pour le futur. Nous disposons donc aujourd'hui d'une vaste gamme de matériaux et de méthodes, donc une vaste gamme de possibles. Les supports, comme les méthodes, se sont démultipliés au fil du temps, tout comme les spécialités, avec une question subsidiaire: comment se parler et surtout comment se comprendre au sein de cette pluridisciplinarité attractive en apparence, mais peuplée d'hyperspécialistes. Pour résumer, on pourrait dire qu'il y a désormais, d'une part, une archéologie caractérisée par des données et des matériaux qui n'ont jamais été aussi nombreux, en particulier depuis le développement de l'archéologie préventive. D'autre part, une gamme pléthorique de méthodes scientifiques et d'études et d'analyses, avec des nouveautés quasi annuelles. Question courte et brutale en 3 mots: pourquoi faire ?
La réponse invite à formuler une autre question qui élargit un peu le champ de la réflexion. Quelle rencontre envisage-t-on entre sciences de laboratoire et histoire? Avec quels enjeux? Pour amorcer une réponse, je prendrai l'exemple d'un matériau que je connais sans doute moins mal que d'autres, les alliages cuivreux anciens. Les moyens d'investigation sont ici aujourd'hui très nombreux. Classiquement, les mobiliers métalliques en alliage cuivreux sont observés, binoculaires, microscopie optique, et analysés grâce à une batterie de machines et d'appareils, MEB, spectromètre de masse, fluorescence X, accélérateur de particules, etc. Ce type d'étude produit des images, celles des microstructures au cœur de la matière, souvent de belles images d'ailleurs, je vous en ai mis une qui me plaît beaucoup, et des chiffres, ceux des compositions des éléments majeurs, mineurs, traces, isotopes, etc., selon ce que l'on mesure. Les machines d'aujourd'hui sont en capacité de livrer des informations d'une précision extrême. Mais pourquoi utiliser des méthodes de laboratoire? Pour ma part, quand je regarde dans mes échantillons les grains du métal, le dernier état métallurgique, la longueur des sulfures, les inclusions de plomb, ou même la part anormalement élevée de tectoïdes alpha-delta dans une cuirasse fortement déformée de l'âge du bronze, qu'est-ce que je vois? Certes, je vois de la matière, mais de la matière ancienne, qui appartient donc au temps de l'historien, travaillé par l'homme. La technique, la machine est un moyen pour atteindre des informations sur des chaînes opératoires de fabrication, de déformation, d'abandon, elles-mêmes révélatrices de choix humains, individuels, sociétaux, historiques. Bref, dans le microscope, c'est l'homme que je cherche. L'homme du passé, certes disparu, mais que je traque dans ses actions d'homme vivant qui s'est exprimé au travers de cette matière. Je ne sais pas si nous cherchons tous de cette manière, mais je garde parfois des réserves, en particulier par rapport au terrain d'une part, et je dois avouer que dans le domaine particulier qui est le mien, je reste également parfois intellectuellement insatisfaite. Dans les publications qui touchent à la métallurgie, on constate souvent une dissociation entre la partie archéologique et le volet technique et de laboratoire qui est isolé et non associé au discours général et dont les résultats en conséquence ne sont pas clairement intégrés à la démonstration. Je crois même que certains de mes collègues archéologues ne s'arrêtent pas du tout sur ces chiffres, ne se sentant pas en capacité de les comprendre ou d'en faire quelque chose. Alors on a envie de demander, et ils m'ont demandé, pourquoi ces analyses qui nécessitent du temps et des budgets conséquents? Quelle démonstration avec ce corpus spécifique d'artefacts métalliques que l'on peut avoir, qui sont recyclables, pourtant abandonnés? Quelle histoire des sociétés écrit-on avec ces tableaux d'analyse? C'est pour cette raison que si nous promouvons tous de la pluridisciplinarité, la question des modalités de rencontre, ou parfois de non-rencontre, se pose peut-être entre les acteurs. S'ajoute également le fait d'avoir une forme de segmentation dans les protocoles qui nuisent à une réflexion d'ensemble dans le cadre d'une chaîne intégrée de l'archéologie. Concrètement, les appareils d'observation et d'analyse sont généralement localisés hors des installations archéologiques elles-mêmes. Ils sont manipulés par des chercheurs qui sont originaires du monde des sciences exactes et de laboratoires. Or, nos questionnements ne sont pas seuls des sciences dites dures. Nos questionnements sont ceux de l'histoire. Qu'apportent ces données chiffrées dans nos connaissances? Comment traduit-on cela? À quel moment et de quelle manière nos langages se rencontrent et se complètent? C'est sans doute un peu brutalement dit, mais je crois nécessaire en cette journée de réflexion. La connaissance des sociétés ne tient pas dans un chiffre, qu'il soit 1 ou 3 décimales. Il n'a de sens que s'il est remis en contexte au sens des sciences historiques et de manière générale et pas simplement dans sa définition archéologique. Osons ici une hypothèse d'ordre épistémologique pour expliquer cette situation. Permettez-moi de soulever ici la question des dialogues entre les domaines disciplinaires, celle des frontières ou au contraire des transversalités et même des légitimités disciplinaires. Il y a plus de 30 ans, Alain Schnapp signait un article où il dénonçait une rencontre ratée entre l'archéologie et l'école des annales. Si cette question des liens entre archéologie et histoire n'est sans doute toujours pas réglée, comme elle devrait l'être, les enjeux ont changé aujourd'hui, tout comme les termes du débat. La question des liens entre archéologie et histoire posait aussi en arrière-plan celle de la légitimité de l'archéologie. Certains historiens des textes revendiquaient une capacité à écrire l'histoire tout en la refusant à ceux qui trouvaient des données dans le sol. Ils daignaient aux historiens de la matérialité, privés de mots, d'avoir le même potentiel à imaginer le récit, y compris pour les périodes et sociétés de l'écrit. En d'autres termes, la donnée matérielle, dépourvue de mots, n'autorisait pas une réelle mise en récit, encadrée par la méthode historique. Ce sentiment de différence et même de subordination, voire de mépris,
a pris différentes formes plus ou moins conscientes. Il a conduit depuis le XIXe siècle, et malgré l'école des annales, à des chemins souvent dissociés. L'archéologie a avancé, si j'ose, dans le contexte politique de 2007, en marchant, de facto pluridisciplinaire. Pour affirmer sa légitimité, elle a développé des méthodes et a trouvé dans le monde des sciences et des chiffres une voie qui lui permettait d'affirmer, de manière inconsciente pour certains, sa capacité à écrire une forme d'histoire. On n'avait pas des mots, on avait mieux, on avait des analyses et des chiffres. L'archéologie gagnait ainsi un label de sérieux, et parfois elle s'y est enfermée par excès de scientisme. Certains y ont même trouvé une voie de militantisme. J'ai entendu en 2017, avec un certain effarement, je l'avoue, des paléolithiciens affirmer qu'ils n'avaient rien à voir avec l'histoire, car ils étaient des vrais scientifiques. La pression épistémologique d'une archéologie de la science est devenue forte, renforcée d'ailleurs par un potentiel toujours plus grand des moyens d'analyse, parfois même jusqu'à une forme de ce que l'on pourrait appeler la tyrannie de l'algorithme. En parallèle, l'affrontement avec les historiens des textes n'est pas pour autant réglé. Osons, le jeu des chiffres et des lettres doit sans doute être posé autrement. Le nouveau défi n'est pas seulement d'affirmer des transversalités entre les différents champs des sciences historiques. Le nouveau défi est effectivement de promouvoir une vraie dynamique entre sciences historiques et sciences de laboratoire, en intégrant à la fois l'histoire de la recherche et la réalité de certains blocages autour des modalités de questionnement. Ouvrons des perspectives. Les archéologues ne sont pas formés en général à la fois en sciences de laboratoire et en histoire et archéologie. Et inversement, dans la majorité des cas, les praticiens de laboratoire connaissent mal les méthodes des domaines des sciences historiques. Et donc on a, de fait, avec des lieux matériellement dissociés, dans des formations séparées, des protocoles segmentés, des personnes, des acteurs qui mettent en discussion l'opérabilité de la pluridisciplinarité, qui a parfois du mal à être une réalité. Dans les notions de pluridisciplinarité ou d'interdisciplinarité, il y a pourtant l'idée de pluriel, de croisement, de rencontre, ce qui veut dire des échanges, des associations, ce qui suppose de dialoguer, de se comprendre, faute parfois de parler le même langage, dans ce que l'on pourrait appeler des interfaces. Les archéologues ne travaillent pas de manière isolée. Je ne dis pas qu'ils chassent en meute, mais il est certain que nous travaillons en équipe, dans le cadre de complémentarité. Au sein même de l'archéologie, en fonction des spécialités, ce n'est pas toujours simple de s'harmoniser, de trouver le bon niveau de langage pour échanger. On peut imaginer que, quand on sort de son propre champ disciplinaire, c'est encore plus compliqué. Pour que les études de matériaux anciens portent leurs fruits de manière optimale, mieux comprendre les problématiques historiques pour les uns et les possibles en termes d'analyse de laboratoire pour les autres est essentiel. Et c'est pour cette raison aussi que nous sommes réunis aujourd'hui. Mais ce n'est pas une évidence et ce n'est pas acquis. Je l'ai mesuré en particulier lorsque Loïc Bertrand et Isabelle Palot-Froissart sont venus présenter ERIS au CNRA à l'automne dernier. Les archéologues agissent avec une sorte de catalogue en tête avec lequel ils ont l'habitude de travailler. D'un autre côté, les praticiens de laboratoire ne sont pas toujours plongés dans les problématiques historiques qui donneraient un sens aux chiffres fournis par les manipulations. Et certains n'ont jamais mis les pieds sur un chantier archéologique et en ignorent les réalités et les contraintes, sans compter que chacun, dans ce monde qui va trop vite, manque de temps. Peut-être faut-il développer des formations, des échanges, saisir l'occasion d'un montage de projets collectifs pour approfondir ces aspects et ces modes de dialogue. Alors, certains m'ont proposé d'imaginer enfermer dans un séminaire immersif tout le monde au milieu du Morvan. Je vous laisse voir si c'est une bonne proposition. Sans doute aussi, l'association des uns et des autres dans une chaîne intégrée de l'archéologie doit-elle être considérée comme essentielle. Cela signifie qu'il faut prendre en considération la spécificité de la collecte archéologique sur le terrain et envisager que les protocoles d'études en laboratoire démarrent sur le chantier archéologique, et ce pour tous les matériaux, car ici, il y a hétérogénéité des situations. Sur le terrain aujourd'hui, certaines spécialités liées aux études en laboratoire sont présentes dans une démarche inclusive. C'est le cas en particulier de l'anthropobiologie, par exemple, et plus largement d'ailleurs des matériaux des mondes des sciences de la vie et de la Terre. Même si les spécialistes ne manqueront pas de dénoncer des dysfonctionnements, et on connaît tous les sacs de prélèvement qui pourrissent peu à peu sur les étagères. Mais le principe est intégré comme étant normal dans des domaines où la pratique de terrain est normale. Pour certains matériaux,
et des objets manufacturés, ça se complique. Et pour le métal, c'est particulièrement vrai. Le technologue qui fait les études en laboratoire n'est pas toujours, osons le dire, rarement sur le terrain. Le plus souvent, il reçoit un quelque chose au terme d'un processus qui peut être plus ou moins long, mais dans lequel il peut y avoir eu plusieurs interventions, celle des archéologues, mais aussi, dans certaines situations, celle des restaurateurs, qui est un vrai progrès, mais qui ne devrait pas exclure du terrain le volet laboratoire matériaux. Je n'ose dire que c'est là une situation en partie héritée de cette histoire du XIXe siècle que j'ai évoquée précédemment, mais il y a sans doute là une part de vérité. On le sait, on le répète, l'archéologie d'aujourd'hui a pour objectif la compréhension des contextes, incluant des traces de la vie humaine, dont les objets, pas juste des objets à mettre in fine dans une jolie vitrine de musée. Bien sûr, on a fait du chemin et il y a des évolutions. Subsistent néanmoins quelques vieux réflexes dus au fait que les matériaux ne semblent pas tous égalitaires face à la science et face à l'histoire. Consciemment ou inconsciemment, une forme de hiérarchie conditionne une partie des actes sur le terrain, comme les protocoles d'analyse en laboratoire. Ainsi, un vieux tesson de céramique, commune, pas tout à fait commun celui-là, ne produit pas les mêmes effets qu'un casque en or ou qu'un dépôt en alliage cuivreux, alors qu'il n'est pas exclu que le premier puisse, à part égale, permettre d'écrire l'histoire des sociétés anciennes. Ce regard porté sur les matériaux mérite sans doute quelques débats. Je l'ai dit tout à l'heure en analysant cette photographie de l'entrée du diverticule axial à Lascaux, l'archéologue reçoit en héritage des données et des responsabilités, là aussi de manière collective et partagée. La responsabilité d'étudier, la responsabilité de préserver, la responsabilité de partager la connaissance. Pour les matériaux anciens, sujet qui nous réunit ici, nous avons abordé la question de l'étude dans un cadre pluridisciplinaire et de l'attention à apporter aux interfaces. Sans doute faut-il s'arrêter, pour finir, un instant sur un autre aspect lié à la préservation, celui du tri. Parmi les découvertes, les mobiliers et matériaux que les archéologues mettent au jour de manière exponentielle, et surtout depuis le préventif, on l'a mentionné, avec une diversification jamais atteinte, faut-il tout garder et pourquoi ? Dans ce domaine, comme pour l'archéologie de manière globale, le regard a changé sur ce que l'on collecte et le devenir de ces données. Certains matériaux négligés hier retiennent aujourd'hui tout particulièrement l'attention. C'est le cas des restes osseux, en particulier humains. Au XIXe siècle, hors cas particulier, momies, filiation humaine, paléolithique plus largement, l'attention était variable et il n'était pas rare que le beau vase soit préféré à l'inhumé qui l'accompagnait. Le changement des pratiques sur le terrain est venu du laboratoire avec la naissance du radiocarbone et la mise au point des premières méthodes de datation radiométrique. Une véritable révolution qui rendit précieux ces os qui finissaient auparavant, pour certains, sur le tas de déblais. Dans ce changement, à partir des années 1950, deux leçons sans doute à tirer. Notre regard d'archéologue change au fil du temps et de nouvelles perspectives voient le jour. Je viens d'évoquer les ossements humains. On pourrait, dans le domaine de la métallurgie, évoquer les dépôts métalliques de l'âge du bronze qui sont aujourd'hui révisés. Vous en avez un ici. Nous révisons donc nos propositions sur des corpus existants, mis au jour il y a plus ou moins longtemps. Il y a également une autre réalité. La documentation ne cesse de s'enrichir de nouvelles découvertes et parfois l'une d'entre elles abat le château de cartes de certitude qui avait été bâti jusqu'alors. C'est le cas de la grotte Chauvet, qui a conduit à réviser des hypothèses élaborées à partir de corpus plus récents, dont Lascaux que nous avons évoqué. Notre regard change aussi car de nouvelles méthodes voient le jour, comme le radiocarbone et bien d'autres depuis 1950. Ce qui nous invite à nous positionner par rapport à ce qui existe, mais aussi à nous interroger sur ce que demain nous réserve comme nouveauté. Ce qui, du coup, bien sûr, renvoie à la question de la conservation et du tri. Faut-il et peut-on tout garder, sachant que tous les jours, les archéologues mettent au jour des vestiges et des matériaux toujours plus nombreux et plus variés. Comment, avec quelles modalités et quels moyens, faut-il les conserver pour préserver leur potentialité en termes d'exploitation par des méthodes de laboratoire dont certains nous sont inconnus puisqu'elles appartiennent au futur? Ne faut-il pas et ne peut-on pas envisager ces traces pour ce qu'elles sont, des archives, et les appréhender au même titre, c'est-à-dire en intégrant une forme de tri? Et dans ce cas, avec quels scientifiques, quels critères peut-on imaginer
effectivement cette forme de sélection. Ici, les scientifiques, du côté des SHS, comme du côté des sciences de laboratoire, doivent appréhender le sujet de manière concrète. On voit bien des réflexions émerger, et une fois encore, le sujet des restes humains et de ses potentiels mobilise fortement les débats actuels entre questions scientifiques et questions éthiques d'ailleurs. Mais il existe de nombreuses pistes de travail pour les matériaux et sans doute des questions aussi vastes qu'il y a de matériaux et de méthodes possibles. Les sujets touchent tous les domaines de l'archéologie d'aujourd'hui et toutes les périodes, y compris les plus récentes. Pour l'heure, avec quelques entrées phares sans doute, les grottes ornées, avec les datations, les pigments, les restes humains, je viens de l'évoquer, les terres cuites, avec des dynamiques fortes sur des matériaux, en particulier en bioarchéologie. On voit aussi des domaines en débat, avec des points de vue divergents, c'est le cas de la métallurgie, qu'il faut donc discuter. D'autres matériaux, en revanche, sont intégrés à une dynamique ancienne, comme la céramique, premier matériau archéologique en Europe depuis le néolithique sur les chantiers archéologiques. Je ne voudrais pas finir par une note négative. Au contraire, des journées comme celle-ci sont là pour ouvrir des perspectives et des invitations. Je crois non seulement à la passion qui anime l'archéologue, mais aussi, et au risque de me répéter, au sens des responsabilités qui le portent dans ses missions, à titre individuel et collectif. Associer sciences et matériaux anciens, et c'est sans doute là un adjectif clé, car il nous renvoie donc au temps et à l'histoire, relève d'enjeux majeurs, à la fois sur le plan patrimonial, conserver ce passé, et de la connaissance, étudier ce passé pour écrire l'histoire. Il serait donc non seulement stupide, mais irresponsable de ne pas s'en saisir, même si on l'a vu, ce n'est pas nécessairement simple. Il faut trouver comment écrire une partition de symphonie avec les bonnes notes de musique et les phrases musicales harmonieuses. Mais comme de nombreux chercheurs, et j'ai pu le vérifier, sont convaincus du bien fondé de cette forme de dialogue, il y a toutes les raisons d'être optimiste, sans compter que dans cette noble institution, on ne saurait imaginer science sans conscience. Merci.